RCN. Le son de la différence. Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. Allez, elle va passer Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison des Sports. Prenez place et installez-vous, on va parler de sport pendant 1 heure comme vous en avez l'habitude. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec mon acolyte de toujours, Daniel Michel. Comment ça va, Daniel ? Ça va très bien. Très heureux de te retrouver, on va parler sport bien évidemment et on va commencer par parler de la Ligue des Champions, la compétition reine du sport le plus plébiscité. On arrive justement dans le dénouement final, là où on connaît la finale avec d'un côté le Real Madrid, de l'autre côté le club anglais de Liverpool. On va en faire ensemble un petit peu le bilan de cette Ligue des Champions avant bien évidemment de faire la petite preview de la finale. D'un côté, j'aimerais qu'on s'adonne d'abord à Liverpool parce que je pense que ils ont le parcours qui a fait le moins de bruit entre le Real Madrid et Liverpool. Donc en 8e de finale, ils se sont retrouvés contre l'Inter. Ensuite, ils ont joué contre Benfica, ils se sont fait un petit peu peur. Et ensuite, ils ont joué contre la petite équipe de Villarreal, mais qui les a bien surpris puisque Villarreal avait déjà éliminé le Bayern Munich. Au final, on retrouve Liverpool en finale à nouveau pour, je crois, la 4e fois sur les 5 dernières années. Donc, ça prouve une espèce d'hégémonie tout de même sur le football de la part des Reds. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours de Liverpool et qu'est-ce que tu attends d'eux désormais en finale face au Real Madrid ? Je pense que Liverpool est favori pour la finale. Parce qu'ils ont un passé quand même, un passé très important depuis 5 ans quand même. Je veux dire, ils sont. Et puis, je pense que l'équipe est meilleure que celle du Real. Moi, je pense sur l'ensemble de la saison. Je crois que Liverpool est à l'heure actuelle la meilleure équipe d'Europe. Donc, à mon sens, et ils ont eu un parcours assez difficile quand même, plus que le Real. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sur le parcours, je trouve que le Real Madrid a eu un parcours semé d'embûches et d'équipes qui étaient prétendument plus fortes qu'elle, pour au final les renverser à chaque fois. Tandis que Liverpool était favori dans chacune de ses confrontations, surtout face à des équipes comme Benfica, face à des équipes comme Villarreal, qui au final sont des petits poussets de cette compétition. Et Liverpool s'en est très bien sorti parce que c'est toujours des équipes pièges. Ils sont probablement favoris face au Real Madrid parce que ils ont une équipe plus talentueuse, moins expérimentée, cela dit, mais plus talentueuse et je pense un petit peu plus pléthorique en termes de banc. J'ai l'impression également qu'il y a un coach qui est plus stratège et plus tactique. Jürgen Klopp me semble plus à même de s'adapter en cours de match que Carlo Ancelotti, qui lui a tendance plutôt à réagir très tardivement. Sur le parcours, néanmoins, moi je trouve que le Real Madrid a affronté le Paris Saint-Germain, qui était le supposé favori au vu de l'équipe. Ils ont ensuite affronté Manchester City, d'abord Chelsea qui est champion en titre et qui pratique un football exceptionnel. Ils ont ensuite affronté Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola qui également comme Liverpool domine sur la planète football depuis des années pour au final arriver en finale. Alors là où je te l'accorde, c'est que à chaque fois, le Real s'en est sorti sur des coups miraculeux. À chaque fois, il y a eu des renversements de situation exceptionnels. On se souvient, contre le Paris Saint-Germain, on a eu 2 buts en 2 minutes pour renverser le match au match retour. À Chelsea, c'est pareil. Le Real était en très mauvaise posture au match retour. Puis, il y a eu un renversement de situation avec un but refusé de Marcos Alonso. Et puis, d'un coup, le Real s'est réveillé. Et à Manchester City, il nous a encore fait le coup avec un match aller d'anthologie, puis un match retour où tout semble perdu pour le Real Madrid. Et à la 90e minute, on a Rodrigo qui sort du chapeau pour marquer un but. Puis à la 92e, on a un deuxième but, puis ensuite le Real fait preuve d'une force mentale exceptionnelle en prolongation pour arriver en finale. Donc sur le parcours, moi je trouve que le Real a un parcours plus flamboyant que celui de Liverpool. Oui, on peut dire ça. C'est mon sentiment. Après, du coup, on arrive du coup dans une finale où le Real Madrid est champion d'Espagne sans trop de problèmes. Ils ont pu reposer leurs joueurs depuis quelques semaines. La finale, c'est le 28 mai, donc c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu vois un Real en jambes, un petit peu les jambes en fourmis parce que du coup ils auront pas joué depuis 3 semaines. Alors bien sûr on s'entraîne etc. Quand on est des joueurs on a un programme très précis, mais Liverpool eux continuent de jouer leur championnat, donc ils sont encore dans cette espèce de compétition et ils vont arriver en finale avec toujours le même couteau entre les dents qu'ils avaient il y a 3 semaines, alors que le Real Madrid a eu véritablement une période de repos. Comment tu vois cette finale là qui va arriver du coup la semaine prochaine? Moi je pense que Liverpool sera plus en rythme, compte tenu qu'ils ont joué tout le temps pratiquement.
Et que le Real est une équipe un peu vieillissante, il y a une moyenne d'âge assez élevée quand même, donc je pense que ça va jouer en la faveur de Liverpool. On verra bien. En tout cas, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu maintenant sur les individualités qui vont égayer et éblouir cette finale de Ligue des Champions. On a bien évidemment d'un côté Karim Benzema qui sort d'une épopée extraordinaire en Ligue des Champions. Il a été décisif à chaque fois. Il a porté le Real véritablement sur ses épaules lorsque le Real ne trouvait pas la faille dans le jeu. Et ben Benzema arrivait toujours à tout ce qu'il touchait était de l'or et il arrivait à marquer des buts exceptionnels pour qualifier le Real Madrid. De l'autre côté, on a Mohamed Salah qui s'est blessé là, une blessure musculaire. On espère qu'il sera de retour contre le Real parce qu'on sait qu'il attend fortement ce rendez-vous. Mais on a également Sadio Mané, on a Luka Modric, du coup un rendez-vous rempli de stars. Laquelle va sortir du lot selon toi en finale? Je sais pas, j'avoue, je sais pas. T'as pas un petit pronostic, un joueur que t'attends plus qu'un autre? Benzema, moi je pense. Benzema qui est toujours là dans les grandes occasions. Ce qui prouve que c'est un grand joueur, parce qu'il est toujours présent là où il le faut, quoi, je veux dire. Toujours présent là où il le faut, et je pense que cette année, s'il n'obtient pas le Ballon d'Or, ce serait un véritable scandale, parce que surtout s'il gagne la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je pense. Mais j'ai le sentiment que, en étant déjà arrivé en finale, avec les exploits individuels qu'il a accomplis, et en même temps, à côté, il est champion d'Espagne, étant le capitaine du Real Madrid à 34 ans, avec tout le scénario qu'on connaît, Karim Benzema qui a eu des galères toute sa carrière, que ce soit médiatique, que ce soit sportif, pas tellement, mais il a été en compagnie de Cristiano Ronaldo, donc il était plutôt dans l'ombre aujourd'hui. Aujourd'hui, il brille de mille feux, et je pense que ce serait quelque chose que le mérite lui revient. Et que ce serait incroyable qu'il obtienne le Ballon d'Or. Alors bien évidemment, il va falloir assurer cette finale de Ligue des Champions. De l'autre côté, on a des joueurs de Liverpool qui ont faim, mais le Real a tout de même une grande expérience et j'espère que Karim Benzema sortira de son chapeau pour éblouir cette finale de Ligue des Champions. On va écouter un titre de Future qui s'appelle Wait For You, extrait de son dernier album en feat avec Thames et Drake, et on revient juste après pour parler du Ballon d'Or justement. C'était Wait For You de Future, Thames et Drake. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et on est de retour dans la Maison des Sports, toujours pour parler de sport, bien évidemment, mais surtout de football. On va reprendre cette discussion sur la Ligue des Champions parce que j'ai carrément oublié de te dire, Daniel, que il y a 3 ans, finalement, on a eu une finale Liverpool-Real Madrid, qui a vu le Real Madrid gagner avec une blessure qui avait beaucoup fait parler de Mohamed Salah, et un sale coup de Sergio Ramos, le capitaine, qui avait selon les médisants, voulu volontairement blesser Mohamed Salah. Je pense que aucun joueur ne veut volontairement en blesser un autre, mais on se rappelle qu'il l'avait en tout cas bien bousculé, et que donc ça avait causé à Mohamed Salah une blessure de 3 mois qui lui avait fait un peu rater la Coupe du Monde d'ailleurs. En tout cas, est-ce que tu penses que du coup c'est resté dans les têtes cet affrontement il y a 3 ans, qu'il y a un ascendant pour le Real Madrid par rapport à la victoire déjà en finale il y a 3 ans? Moi, j'estime que le Liverpool est une équipe changée, métamorphosée, qui n'avait moins d'expérience il y a quelques années, et aujourd'hui qui est beaucoup plus parée. D'ailleurs, ils ont gagné une finale de Ligue des Champions face à Tottenham il y a 2 ans, donc ils ont pu passer ce cap où ils décrochent le titre. Qu'est-ce que tu revois pour ce rematch finalement où Liverpool du coup affronte son ancien bourreau? Je pense qu'il y a une revanche. Il faut s'attendre à une revanche. Et bon, d'un autre côté, psychologiquement, le Real part avec un avantage. Un avantage déjà psychologique, le côté 13 Ligue des Champions. J'ai l'impression que ça donne un avantage lorsqu'on va aller en finale, où on a le poids du club, le poids de l'histoire, qui fait qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne pour le Real Madrid. Et d'un autre côté, les jeux sont ouverts quand même, parce que ça va jouer à rien du tout. Peut-être un but d'entrée de jeu qui va complètement changer la donne. C'est un match ouvert. Un match ouvert, on sait, tout peut se passer dans une finale de toute façon. Il peut y avoir un penalty, il peut y avoir. Moi, j'espère que le Real Madrid. Après, mon sentiment, c'est que le Real Madrid s'en est sorti sur des exploits, sur des miracles à chaque fois. Un miracle contre le Paris Saint-Germain. Bon, alors bien aidé par le Paris Saint-Germain qui a fait faillite. Un exploit contre Chelsea, un exploit contre Manchester City, bien aidé également encore une fois par Manchester City et le coaching catastrophique de Guardiola, mais toujours un exploit. Et est-ce que on peut véritablement gagner une compétition, la compétition la plus prestigieuse qui soit en football, uniquement sur des exploits? Alors bien évidemment, c'est pas uniquement sur des exploits, mais est-ce que le Real va finalement surprendre tout son monde et continuer de battre un adversaire qui est supposé plus fort que lui? J'imagine qu'en finale, là où les équipes se préparent depuis 3 semaines, depuis 1 mois,
ce genre d'exploit, ce genre de surprise ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de double confrontation, il n'y a pas 2 semaines de laps de temps entre les deux rencontres, et donc on n'a pas des joueurs qui peuvent se conditionner mentalement. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à la 5e ou à la 10e minute, eh ben on n'aura probablement pas un renversement de situation à la 60e. Non. Et voilà. Après, le Real peut toujours nous surprendre, hein, mais je n'imagine pas du coup un exploit, un énième exploit de la part du Real. Et j'imagine Liverpool maîtriser son sujet, même si, comme on l'a dit, tout peut se passer dans une finale. Oui, parce que c'est 2 équipes qui se tiennent à peu de choses. Hein, je dirais sur d'un niveau équivalent, quoi. Je veux dire, hein, donc ça va jouer sur un coup de dé, quoi. Je veux dire. Bien évidemment. Là, on l'a dit tout à l'heure, le point aussi qui sera très intéressant, c'est les individualités et le Ballon d'Or, bien évidemment, qui sera probablement mis en jeu entre les champions d'Angleterre, enfin les possibles champions d'Angleterre si Manchester City ne gagne pas tous ces matchs, et de l'autre côté le champion d'Espagne avec Mohamed Salah, Sadio Mané et Karim Benzema. On l'a dit, si Karim Benzema gagne, le Ballon d'Or sera pour lui. Pour moi, s'il perd, c'est également pour lui. Mais on a également un autre joueur qui fait beaucoup parler de lui cette saison pour le Ballon d'Or, c'est Kylian Mbappé. C'est vrai. Qui fait parler de lui pour bien d'autres choses. On va en parler également juste après. Mais est-ce que tu penses que Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Sadio Mané ont encore leur mot à dire dans la course au Ballon d'Or, ou que c'est terminé et on l'attribue à Karim Benzema sans conteste? Moi, je pense qu'ils ont le Ballon d'Or n'est pas attribué encore. Hein. Mbappé peut l'avoir pour 2 raisons. C'est que il y a des rumeurs sur Benzema par un parti politique, je crois, qui a annoncé que qu'il avait fait des choses qui sont peut-être pas vraies, quoi. Je veux dire, aussi, il a tenté un procès en justice, mais donc il y a ça, et puis il y a la Coupe du Monde encore. Hein. Il y a la Coupe du Monde, mais qui ne sera pas comptabilisée dans les votes. Le Ballon d'Or est donné juste avant le début de la Coupe du Monde. Non, c'est les votes qui sont terminés juste avant le début de la Coupe du Monde, et le Ballon d'Or est donné juste à la fin, il me semble, de la compétition. Donc malheureusement, la Coupe du Monde ne comptera pas. C'est pour cette raison que je donne le Ballon d'Or à Karim Benzema, selon moi, parce que même si Mbappé a été vraiment exceptionnel tout le long de la saison, il a porté le Paris Saint-Germain, il a montré une force de caractère hors du commun. Je n'imagine pas un joueur qui est sorti en 8e de finale de Ligue des Champions et qui a gagné une Ligue 1 au ras des pâquerettes, alors que le Paris Saint-Germain est très très fort. Je n'imagine pas qu'on le donne à Kylian Mbappé. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est tellement aléatoire. Hein. C'est un vote. Hein. Un vote, bien c'est sûr. C'est jamais certain, quoi. Moi, je pense que Mbappé a toutes ses chances également pour le Ballon d'Or. On verra bien. En tout cas, moi, je le donne à Karim Benzema, et j'espère que les votants feront de même, parce qu'il le mérite, et que ce serait une belle victoire au final après toutes ces années de carrière. J'aimerais qu'on reste sur Kylian Mbappé, mais qu'on change un petit peu de sujet désormais, qu'on parle de tout ce fiasco par rapport à son départ, par rapport à son non-départ également. On le sait, ça fait d'ailleurs, je me demande si c'est pas une stratégie du Paris Saint-Germain en ce moment de faire beaucoup de bruit juste avant la finale pour déstabiliser un petit peu le Real Madrid. Mais donc on entend un jour que Kylian Mbappé a décidé de rester, le lendemain on entend qu'il a décidé de partir. Ensuite on voit des rumeurs, on ne peut plus floquer le maillot. Si on achète un maillot du Paris Saint-Germain, on ne peut plus floquer avec le numéro 7. Mais on apprend que il a loué un loft à Paris. Donc tout s'entremêle, tout s'entrechoque. On ne sait pas qui dit la vérité, qui est en train de mentir, qui prêche le faux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce fiasco, sachant qu'on aura le dénouement ce dimanche en direct dans Téléfoot à 11h. Kylian Mbappé fera une annonce pour donner sa décision, ce qui est tout de même assez hors du commun. Un joueur qui va rejoindre la chaîne nationale numéro 1 à 11h le dimanche pour annoncer sa décision, c'est complètement fou. Moi, je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Pour la simple raison, c'est que s'il annonce à une télé française, sa position, c'est que, à mon avis, il va rester en France. Je veux dire. Alors, c'est vrai que les journalistes, certains l'ont vu à Madrid récemment. Oui, il était. C'est pas caché qu'il a eu des rendez-vous, plusieurs, avec les dirigeants du Real Madrid, et que il y a des débats notamment sur les droits d'image. C'est-à-dire que Kylian Mbappé veut 100% de ses droits d'image, et qu'il ne veut pas laisser le Real Madrid les exploiter, tandis que le Real Madrid n'a jamais donné plus de 50% de droits d'image à un joueur.
qui était Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui était une superstar intraplanétaire. Kylian Mbappé est aussi une superstar. Je ne sais pas cependant s'il a accompli tout ce qu'avait accompli Cristiano Ronaldo quand il rejoint le Real Madrid, parce que Cristiano Ronaldo avait déjà gagné une Ligue des Champions. Il avait déjà un Ballon d'Or à son actif. Aujourd'hui, Mbappé est un formidable joueur, mais veut 100% de ses droits d'image. Là encore, on est dans la démence, parce que Mbappé, on a l'impression que c'est un projet et qu'il dirige toute la planète foot. Moi, je trouve que le fait de faire une décision à 11h sur TF1 en direct, je trouve que on n'est plus dans le sport. Alors bien évidemment, il y a eu des choses en NBA, en baseball, en Super Bowl, en football américain, avec des joueurs qui vont sur des chaînes américaines et qui font le show Mais bon, on est aux États-Unis. Ici, on est en Europe et on n'est pas le football n'est pas un sport de show. Mais bien sûr, c'est un sport de spectacle à regarder, à assister. Mais ce n'est pas un sport de spectacle en dehors, normalement. Et là, Kylian Mbappé va faire quelque chose. Tout le monde va regarder cette émission. Tout le monde va attendre sa décision, qui sera bien évidemment donnée à 11h50. Moi, je pense qu'il ne faut pas enterrer l'option qui disent qu'ils partent au Real Madrid en direct. C'est possible. Et ça va causer une déflagration terrible en France, avec tous les supporters du Paris Saint-Germain qui vont le tailler, je pense, le tailler en pièces. Le problème, c'est qu'à Paris Saint-Germain, il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu as vu ce qui ne sera pas le cas au Real Madrid. Exactement. Est-ce que tu as vu ce que le Paris Saint-Germain lui propose pour qu'il reste? Donc déjà, on est dans des sommes astronomiques, avec plus de 50 millions de salaires, voire même plus. Je me souviens même plus des chiffres tellement ils sont exorbitants. En tout cas, au Real Madrid, il touchera pas cette somme, c'est certain. Mais surtout, on lui propose de pouvoir choisir le coach sur les 2 prochaines années, et d'avoir un pouvoir de décision sur les joueurs achetés et les joueurs vendus. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. On propose littéralement à Kylian Mbappé d'être manager presque du Paris Saint-Germain, d'être directeur sportif, alors que c'est un joueur de 22 ans. Est-ce qu'on se rend compte de la démence? Le problème, c'est qu'au Real Madrid, au Real, il va être il va être une star parmi d'autres, quoi, je veux dire. Alors qu'à Paris, c'est la star. C'est déjà une star parmi d'autres à Paris aussi. Moins parce que les stars ont chuté. Pas parce que lui alors bien sûr, il a accaparé tous les projecteurs, mais les stars ont chuté. Messi a chuté, Neymar a chuté, Marco Verratti a chuté, Marquinhos a chuté. S'il va au Real Madrid, il va rencontrer un Karim Benzema en plein prime, un Karim Benzema qui brille de mille feux. Donc bien sûr, ce sera la star, ce sera une star parmi d'autres, mais il y aura une espèce de dimension galactique, comme le Real sait le faire. En 2009, lorsqu'ils ont acheté par exemple Cristiano Ronaldo, Kaka, ou alors on revient également en 2002, lorsqu'ils achètent Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos et Ronaldo le Brésilien. C'est une véritable ère de galactique, et je vois bien le Real Madrid faire la même chose en prenant Kylian Mbappé. Je sais pas, on verra. Zidane pourrait entraîner le Paris Saint-Germain l'an prochain, ce qui pourrait accentuer les choses en faveur de Mbappé au Paris Saint-Germain. Voilà. Mais moi, je mets toujours de gros points d'interrogation sur la possible venue de Zidane au Paris Saint-Germain, parce qu'il est Marseillais, qu'il vient de la Castellane, et que j'ai du mal qu'il a un stade là-bas. J'ai du mal à croire qu'il puisse trahir ses racines. Parce que on le sait qu'à Marseille, il serait très très mal vu si jamais il allait au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, mais bon, à Marseille, il y a longtemps qu'il n'y est plus, quoi, quand même. Il y a longtemps qu'il n'y est plus, mais il y est né. Il y est né. Alors j'imagine qu'il y a une attache, et surtout des fréquentations, des amis, des rumeurs qu'on n'a pas envie que voir se tourner si jamais on entend qu'il va au Paris Saint-Germain. Mais d'un autre côté, je vois pas Zidane entraîner une autre équipe que le Paris Saint-Germain, quoi. En France. Ou entraîner l'équipe de France. Il faudrait à la limite qu'il entraîner l'équipe de France. Moi, je le vois totalement faire ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il attend. Je pense qu'il attend le départ de Didier Deschamps pour reprendre les rênes. On verra si Didier Deschamps quittera la sélection une fois la Coupe du Monde passée. Mais sinon, Zinedine Zidane, moi je le verrais bien entraîner la Juventus, pourquoi pas, il y a joué. La Juventus est en perdition depuis quelques années désormais, et Zidane ferait du bien, je pense, à ce grand club de la vieille dame. Sinon, en France, je le vois bien entraîner Marseille. Mais il faudrait que Marseille soit... Ils n'ont pas les moyens. C'est ça, il faudrait que Marseille soit racheté, il faudrait qu'ils aient des ambitions bien plus grandes que celles de l'heure actuelle. Et puis, en ce moment, il y a Sampaoli qui, je pense, ne va pas partir de sitôt.
Cela dit, est-ce que tu le vois bien entraîner en Angleterre? Moi, pourquoi pas? Moi, je le verrais bien entraîner Manchester United avec Cristiano Ronaldo, avec ou même des autres clubs, Tottenham, des clubs qui ne demandent qu'à revivre et qui ne demandent qu'un leader d'homme dans le vestiaire finalement. Moi, je pense que Zidane, il est arrivé à un stade où il a quand même il a 50 ans, je crois quand même. Donc sa carrière d'entraîneur, c'est la fin, quoi, je veux dire. Oh non. Non, mais c'est la fin. Donc, à mon sens, je le vois plus aller au Paris Saint-Germain. L'équipe de France, j'y crois pas, parce que c'est assez compliqué pour entraîner une équipe nationale. C'est plus facile d'entraîner une équipe de club, à mon sens, qu'entraîner une équipe nationale. Et je vois plus Zidane au Paris Saint-Germain. Alors, il paraît que c'est quasiment fait, d'après les rumeurs. Ouais, il y a des grosses rumeurs. Moi, je n'y crois pas une seconde et je pense que même si Mauricio Pochettino est sur le départ, je ne pense pas que Zinedine Zidane viendra entraîner le Paris Saint-Germain parce que c'est un club beaucoup trop. Après, on sait qu'il a une proximité avec le Qatar et qu'il est partenaire notamment de la Coupe du Monde 2022 avec son association. Mais je ne le vois pas rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain. C'est tellement en contradiction avec ce que dégage Zidane, c'est-à-dire quelque chose de sobre, quelque chose de pur, un homme qui ne parle pas beaucoup, qui ne parle pas pour rien. À côté, on a le Paris Saint-Germain qui est le club le plus superficiel de toute l'histoire, le club le plus à la mode de toute l'histoire et qui lâche des sommes astronomiques pour avoir uniquement des grosses stars. Zidane, c'est quelqu'un qui est très familial, qui a besoin qu'on l'aime, qui a besoin d'avoir des joueurs aussi avec qui il a une relation particulière. Et j'ai du mal à le voir. Alors bien sûr, pour le projet, ce serait incroyable, pour le challenge, Zidane qui amène une Ligue des Champions à Paris, ce serait incroyable. Mais pour toutes les valeurs qui véhicule et également pour ses origines marseillaises, je ne le vois pas rejoindre le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce serait une sacrée surprise et ça encouragerait probablement Kylian Mbappé à rester, qui on le sait, un grand fan du joueur. Mais moi, j'ose espérer que Kylian Mbappé a un rêve depuis enfant, qui est celui du Real Madrid, et que ce rêve est plus fort que tout, notamment plus fort que celui de rester au Paris Saint-Germain et de faire gagner une Ligue des Champions à un Paris Saint-Germain finalement en perdition. On va écouter un titre de Ninho qui s'appelle VVS et on se retrouve juste après pour changer de sport. Cette fois-ci, on parlera de basket. C'était VVS de Ninho, un extrait du dernier album Réfé. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et j'ai envoyé un petit leurre tout à l'heure en disant qu'on allait parler de basket, mais finalement ce serait un petit peu pour plus tard puisqu'on va d'abord faire un point et un bilan de tous les championnats en football. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle de la Ligue 1 avec un Paris Saint-Germain du coup qui a dominé de la tête et des épaules ce championnat, mais au final qui domine et qui remporte le championnat. Je sais pas, est-ce qu'on est impressionné par ce Paris Saint-Germain qui gagne de presque plus de 15 points d'écart? Est-ce que le Paris Saint-Germain t'a fait forte sensation cette saison en Ligue 1? Moi, vraiment pas. D'ailleurs, ce qui était sensationnel, je sais pas si tu l'avais vu, lorsqu'ils ont gagné le titre, les supporters ont quitté le stade et n'ont pas célébré. Suite à la déception en Ligue des Champions. Mais donc du coup, Paris Saint-Germain champion. Moi, perso, ça me fait ni chaud ni froid. Oui, c'est vrai. D'autant plus, il reste un match contre Metz d'ailleurs, qui joue. Et il pourrait d'ailleurs enterrer Metz finalement. Il suffit qu'il gagne et Metz redescend en Ligue 2. Ouais, Metz est déjà très mal en point, 18e. Ils vont jouer les barrages de Ligue 2 pour le moment. Mais s'ils perdent, ils seraient probablement officiellement relégués sans barrage. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain rendra service au Nancéen. Non mais bon, je l'ai dit depuis le début, moi le Paris Saint-Germain, cette année, ils n'ont pas été à la hauteur, je veux dire. Alors ils ont gagné le championnat avec je sais pas combien de points d'avance. Là ils ont 15 points, ils ont 15 points d'avance, ils en auront peut-être 18. Mais... Oui, mais je veux dire c'est sans intérêt quoi, je veux dire. Également, c'est sans intérêt, ça fait ni chaud ni froid pour ne pas le dire d'une manière plus vulgaire. Non, le Paris Saint-Germain qui au final on l'attend autre part, on l'attend dans une autre compétition, mais surtout on attend un autre visage en Ligue 1, c'est-à-dire que moi j'attends du PSG qu'il écrase tous ses adversaires et avec la manière, et cette année il y avait pas la manière, il y avait un Mbappé héroïque au final. Un Mbappé héroïque qui aura marqué 25 buts et délivré 17 passes décisives. C'est des statistiques exceptionnelles, mais finalement c'est lui qui le porte. Moi, ce qui m'attire mon attention sur ce championnat, c'est déjà Marseille qui
à un match de finir 3e. Ils ont fait une belle saison. Ils ont fait une belle saison et surtout ils vont peut-être revenir en Ligue des Champions, ce qui est tout de même très bien, je pense, avec Sampaoli. La saison de Marseille du coup est un très bon point pour le football français. J'ai aussi envie de faire une spéciale dédicace à Strasbourg. Moi qui viens d'Alsace, Strasbourg est 5e et va jouer les compétitions européennes la saison prochaine, probablement en Ligue Europa s'ils réussissent leur tour préliminaire. Est-ce qu'il y a d'autres équipes, toi, j'ai aussi envie de parler de Lyon, qui termine 8e, saison catastrophique pour le club lyonnais qu'on attend bien plus haut. Lille 10e, le champion en titre qui au final ne confirme pas la saison d'après, et Saint-Etienne 19e, et Bordeaux également 20e, qui seront probablement relégués. Bordeaux ils sont relégués à coup sûr. Bordeaux est relégué à coup sûr, et donc c'est en ballottage entre Saint-Etienne et Metz pour voir qui va gagner ou perdre ou faire match nul sur son dernier match. Qu'est-ce qui t'a marqué toi sur cette saison en Ligue 1, mis à part du coup le Paris Saint-Germain champion et Marseille en Ligue des Champions? Moi je retiens Strasbourg, Lyon qui rate sa saison et la catastrophe Saint-Etienne. Je pense qu'on peut parler de Nantes qui a gagné la Coupe de France, qui a fait une bonne saison aussi. Tout à fait. On peut parler de Nice qui a fait une saison honorable également. 6e de Nice, qui peut toujours accrocher Ils sont assez réguliers depuis un certain temps. Ils peuvent toujours accrocher une place en Europe. Nice qui avait récupéré Christophe Galtier au coaching, qui sort de Lille et qui avait fait gagner la Ligue 1 à Lille. Et du coup, Christophe Galtier qui continue de faire des miracles et qui continue de prouver qu'il est un coach exceptionnel avec Nice. Donc voilà, ce que je retiens également, c'est la déchéance. Bon, la déchéance, le terme est un peu excessif. La décadence de Lyon, je veux dire. 8e. Alors il se dit que Aulas pourrait quitter la présidence de Lyon. Oh, ça ce serait sacrément, ce serait quelque chose en tout cas. Ce serait une page qui se tourne. Après moi, j'ose espérer pour Lyon que Aulas ne va pas partir parce que je pense qu'il est l'un des meilleurs présidents français, si ce n'est le. Oui. Strasbourg, comme tu l'as dit. Strasbourg, 5e. Alors ça peut être quelque chose que Nancy peut s'inspirer, parce qu'il faut savoir qu'il y a Strasbourg est redescendu il y a une dizaine d'années. Il y a N3, c'était c'est ça, exactement. Même pas National 1, c'était National 3. En 2012, si je me trompe pas, peut-être que c'était 2011 ou 2010. Donc pour ceux qui le savent pas, moi j'habitais en Alsace et donc j'étais dans les alentours strasbourgeois. Le club était en vente pour 1 euro symbolique. Et donc c'était vraiment la crise. C'était la crise à Strasbourg. Nancy est en train de traverser une passe similaire, j'ai l'impression. Et il ferait bien de prendre exemple justement sur son voisin alsacien pour rebondir après la descente en national. D'accord. Voilà un petit peu moi ce que je retiens de championnat. Bon, qui a été relativement passionnant quand même. Oui, passionnant, même si on a un leader qui gagne tout, qui gagne tout, et donc on n'a pas de suspense pour le vainqueur, mais on a beaucoup de suspense pour les places européennes, pour le maintien ou pour la relégation. On va continuer à parler de football avec Nancy. Faisons un petit mot sur Nancy tout de même. On l'a fait toute la saison, on les a taillés toute la saison. Du coup c'est bel et bien officiel. Ils sont derniers et ils sont relégués après 38 journées. Ils vont donc voir la nationale. On a eu un petit espoir après la victoire contre le Paris FC. C'était le 15 mars dernier. 3-0. Il restait 8 matchs. Au final sur les 8 matchs, que des défaites. Un match nul contre Rodez et une victoire contre Dijon. Sinon c'est que des défaites contre Pau, contre Nîmes, contre Quevilly, et voilà. Donc Nancy qui n'a pas fait fière allure et qui sera donc relégué. Est-ce que tu as un mot à dire ou tu es dépassé ou tu es tout simplement désespéré? Désespéré non, parce que je pense que ça va évoluer. Alors il se dit que Cartier pourrait à nouveau entraîner l'équipe la saison prochaine, avec des ambitions, c'est-à-dire des restructurations, c'est-à-dire il voudrait par exemple que le centre de formation recrute localement, si possible, avec des joueurs d'Épinal, de Charville, de Champignol d'ailleurs, ce qui se faisait auparavant. Voilà. Et alors maintenant reste à savoir ce que feront les propriétaires du club, parce que la décision leur appartient. C'est eux qui sont propriétaires. Donc s'ils veulent pas vendre le club, on repartira avec eux, je veux dire. On repartira avec eux. Après moi j'ai du mal à avoir l'avenir en rose pour la SNL, qui me semble a fait une saison
qui va laisser des traces et qui va laisser des souvenirs, des mauvais souvenirs dans la tête des supporters, dans la tête de l'organisation, dans la tête du président. J'ose espérer que tout va s'arranger. En tout cas, c'était une saison assez triste pour notre club de Nancy et on espère qu'en national au moins ils feront plus fière allure que cette année. Alors le problème, c'est que les investisseurs qui ont racheté le club croyaient faire une opération financière, c'est-à-dire ils avaient comme ambition de recruter des jeunes joueurs peu connus, avec une marge de progression importante, et de les revendre ensuite pour faire des plus-values. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné, quoi, je veux dire. C'est une stratégie aussi qui fonctionne sur le long terme. On verra dans quelques années si ça porte ses fruits. En tout cas, du coup, la SNL, triste saison. On espère se retrouver l'année prochaine pour parler de manière plus joviale de la SNL. On fait un petit tour rapide sur les championnats étrangers. J'aimerais qu'on aille en Angleterre avec du coup le suspense final entre Manchester City qui doit encore jouer un match contre Aston Villa et Liverpool qui doit encore jouer un match contre les Wolves de Wolverhampton. Qu'est-ce que tu vois pour ce sprint final? Liverpool a 89 points, Manchester City en a 90, il reste un match. Ce sont deux équipes qui pratiquent un football exceptionnel. Qui tu vois champion en Angleterre cette saison? Ça va jouer entre les deux équipes. Bien sûr. Bon, le problème du championnat anglais par rapport à la France, c'est qu'en France, il y a Paris Saint-Germain et le reste, alors qu'en Angleterre, il y a plus d'équipes de très haut niveau. Bien sûr, même si les deux Liverpool et Manchester City surclassent toutes les autres équipes. On a Manchester United. Bon, Chelsea était là, mais cette saison, ils n'ont pas eu compté, ils ont eu des affaires extrasportives. Oui. Du coup, Chelsea n'a pas pu lutter contre City et Liverpool cette saison. Manchester United était à la rue, tout simplement, alors qu'ils ont fait un excellent recrutement, mais ils étaient véritablement à la rue cette saison. Et donc là, on se retrouve sur un magnifique sprint final. J'espère que Liverpool gagnera son titre. D'ailleurs, petit clin d'œil, Manchester City joue contre Aston Villa qui est coaché par Steven Gerrard. Donc Steven Gerrard qui peut faire un pied de nez pour son ancien club et faire gagner la Première Ligue à Liverpool. En Espagne, on a le Real Madrid qui domine de la tête et des épaules et remporte la Liga BBVA. Petit mot sur le FC Barcelone tout de même, qui a raté sa saison. Et même si Xavi Hernandez est venu en cours de saison, n'a pas su remettre les choses en place pour que le Barça finisse correctement. Bon, alors ils seront tout de même en Europe la saison prochaine, mais une triste saison de la part du FC Barcelone. Moi, je voudrais ajouter un petit mot sur Antoine Griezmann. Oui. Qui est un peu en difficulté actuellement. Qui est à l'Atlético et qui ne joue pas. Qui ne joue pas, qui est blessé, qui est en méforme. Je ne sais pas quel âge il a, Griezmann. Il a 31 ans. 31 ans, je pense que je crains que ce soit la fin, moi je dis. En tant que joueur de haut niveau, quoi, je crois. Et ça peut être la fin dans le sens où il n'a pas un physique exceptionnel qui va lui permettre de revenir après ses blessures comme Karim Benzema l'a déjà fait. Cela dit, c'est un joueur avec un talent certain et je pense qu'il va nous surprendre en équipe de France parce que je pense que Griezmann est un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin qu'on l'aime, qui a besoin qu'on lui témoigne qu'on lui donne le jeu, qu'on lui donne les clés du jeu, et Didier Deschamps sait parfaitement faire ça en équipe de France. Je pense qu'on va le retrouver à son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde, même si il peut parfois être dans l'ombre de Kylian Mbappé ou de Karim Benzema. Griezmann est un joueur fantastique. Il est en dessous, c'est clair. Mais ça reste un joueur fantastique qui, je pense, n'est pas fini encore pour le haut niveau. Peut-être qu'il pourrait rebondir ailleurs qu'à l'Atlético Madrid, en tout cas, qui est un club de défense et pas très, qui laisse pas beaucoup la place aux joueurs de football. Enfin, je veux dire aux vrais joueurs de football qui jouent du pied, etc. Mais donc voilà pour Antoine Griezmann. Voilà pour le championnat espagnol également. Je verrais bien revenir au Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé part, je sais pas. Ou même s'il reste. Ouais, s'il reste, ça fait quand même beaucoup d'attaquants du coup avec Messi. Il a un peu le même jeu que Messi aussi. Je le vois pas rejouer avec Messi après l'échec au FC Barcelone, Antoine Griezmann. Mais pourquoi pas? Ce serait un transfert intéressant. Antoine Griezmann, ce serait un transfert intéressant dans le sens où c'est un Français qui parle bien français, qui joue bien, qui représenterait une bonne image pour le Paris Saint-Germain. Voilà. En tout cas, on a fait le tour. On a parlé de football pendant 40 minutes, les amis. On se retrouve juste après pour parler de basket cette fois-ci. Et cette fois-ci, ce n'est pas un troll. C'était How We Do de The Game et 50 Cent. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et on se retrouve, on est toujours dans la Maison des Sports pour parler de sport. Cette fois-ci, on va parler de basket, mais j'aimerais juste qu'on fasse un dernier petit détour en football pour parler de nos amis du Racing Club Champignol qui sont champions à 2 journées de la fin et toujours invaincus. Performance exceptionnelle, saison
absolument saison exceptionnelle, saison absolument folle, avec une défense qui prend pas de but, une défense qui ne prend pas de but, un gardien dominateur qui s'impose à chaque match et qui fait des clean sheets à chaque match quasiment. Et puis petite anecdote, le même week-end, le week-end dernier, la B du Racing Club Champignol monte en D1 après une victoire 40-0. Contre un adversaire dont on ne citera pas la ville, mais 40 buts à 0. Je n'ai jamais vu un tel score, que ce soit en amateur, que ce soit en professionnel. Je pense qu'il faut souligner en tout cas le niveau des jeunes de Champignol qui dominent à chaque match. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur cette victoire de l'équipe B. Oui. L'équipe adverse jouait à 8. Ah. Dont un qui jouait avec des béquilles, je crois. Ah, d'accord. Alors pourquoi 8? Parce que il faut à 8 minimum. Oui, pour, c'est à partir de 7, on ne peut plus jouer. On peut plus jouer. Et si ils avaient déjà eu 2 forfaits, je crois, donc s'ils avaient un 3e forfait, ils redescendaient au plus bas niveau. Eh ben, figure-toi que j'étais pas au courant du tout et que du coup tu élucides un petit peu ce mystère parce que je me demandais comment c'était possible à un match à 40-0. Surtout, je me demandais mais qu'est-ce que l'entraîneur adverse dit à la mi-temps. Combien il y avait à la mi-temps et qu'est-ce que l'entraîneur adverse dit à la mi-temps pour remotiver ses joueurs. Ça me paraît à mon avis il a pas dû dire grand chose. Exactement. En tout cas, on va parler de basket désormais. On change de discipline pour parler de basket et j'aimerais qu'on aille en Pro B pour parler du SLUC. SLUC qui a fait une saison exceptionnelle encore une fois. Oui. On en parlait toute la saison. Ils étaient 3e, 2e, très souvent derrière Saint-Chamond, derrière Saint-Quentin et au final ils finissent premier pour les playoffs. Du coup avec l'avantage du terrain et des phases finales qui sont à leur avantage. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu attends de la post-season du SLUC? Je pense que leur montée est justifiée. Hein. Je pense que c'était la meilleure équipe. On peut donner acte au l'entraîneur qui a fait une saison remarquable. Je crois qu'ils ont gagné 15 matchs de suite, je crois. Alors ils sont 13 ou 15. Ils sont sur une série en effet. Ils ont pas perdu depuis le 12 mars. Oui. Je sais pas combien de matchs il y a depuis le 12 mars, mais attends, je vais les compter. Vas-y, continue. Je crois que c'est 15. Bon, moi je pense que pour la saison prochaine, avec 13 victoires d'affilée, un bon recrutement, ils peuvent jouer un rôle intéressant dans le championnat de élite. Je veux dire, ils ont le niveau pour jouer en élite. Je veux dire, donc moi je me fais pas trop de soucis, d'autant plus qu'ils bénéficieront de la descente de la SNL, de la descente du handball, c'est-à-dire ce sera à peu près la seule équipe de haut niveau. En élite, c'est vrai, dans la région, ce sera la seule équipe en élite. Donc c'est tout à leur avantage. Moi, je suis assez confiant. Ils ont joué devant 6000 spectateurs à guichet. Je suis souvent allé voir, moi, les matchs du SLUC. Et d'ailleurs, ça joue toujours très bien. L'intensité est toujours au rendez-vous. Les joueurs défendent. C'est une équipe de défense qui s'appuie vraiment sur des valeurs fondamentales de solidarité, d'équipe, de travail. Et donc, au final, ça ne m'étonne pas parce que ça ne m'étonne pas de les voir monter et justement lutter pour l'élite parce que c'est une équipe qui a déjà, c'est une ville de basket déjà. Le SLUC, c'est une ville de basket. Nancy est une ville de basket et le SLUC est un club d'histoire du basket qui doit être en Pro A et certainement pas en Pro B. Alors je dis Pro A, mais bon, on sait que maintenant c'est la Jeep Elite, mais la Betclic Elite d'ailleurs. Mais donc voilà. Alors qu'est-ce que tu attends d'eux pour la saison prochaine? Moi, j'ai toujours tendance à croire que lorsqu'on monte, c'est très difficile d'afficher un beau visage parce qu'on a déjà la pression d'être monté. Il faut essayer au maximum de gérer les caisses, de gérer l'effectif, gérer et donc tout ça demande un travail considérable. Ensuite sur le terrain, il faut que ça suive et bien souvent c'est difficile. Est-ce que tu penses que Nancy pourra performer la saison prochaine en Betclic Elite? Moi je pense qu'ils pourront briller l'an prochain, oui. Bon, ils joueront pas les premiers rôles, surtout pour la première année de montée. Non, parce qu'on a des équipes comme ils peuvent jouer dans la première partie de classement, dans les 10 premiers, quoi, je veux dire. C'est possible. Après, on a des équipes comme l'Asvel, comme Monaco, comme Strasbourg, Limoges, qui sont des équipes très préparées, très performantes, et donc ce sera très difficile d'offrir une véritable compétition à ces équipes-là. Néanmoins, je pense que les équipes qui sont plus vers le fin de tableau, milieu de tableau, comme Roanne, Le Portel, Paris Basket, Nanterre, ce sont des équipes à la portée du SLUC, surtout si il y a un recrutement qui est opéré durant l'intersaison.
Je crois que Paris ils redescendent, je crois. Non, Paris Basket est 15e. Ouais. C'est ceux qui sont en phase de redescente sont Orléans et Chalon. Oui, donc non, moi je suis assez confiant. Pour la première année, ils pourront se maintenir sans aucun problème. Après, bon, ce sera plus difficile, hein, parce que la première année est toujours assez favorable quand on remonte, hein, parce qu'il y a l'effet positif de la montée qui joue. Mais bon, il faut reconnaître quand même qu'ils étaient descendus il y a 5 ans d'une manière un peu anormale, quoi, je veux dire. Hein. Ils avaient eu beaucoup de malchance, beaucoup de blessés, beaucoup de choses comme ça. Donc moi cette année, non, je suis assez pessimiste, et assez optimiste. On suivra ça de près de toute façon et on ira voir certains matchs au SLUC justement en Betclic Elite. C'est toujours un plaisir de voir des équipes justement dans la division supérieure, enfin dans la division élite tout simplement et la plus haute. On fait un petit détour pour parler de NBA. Alors je sais que t'es pas un adepte du basket américain, mais en ce moment les playoffs battent leur plein et c'est les finales de conférence. Boston joue contre Miami. Boston a gagné le match 2 hier et joue contre Miami en finale de conf. Il y a un partout. Du coup, il restait encore plusieurs matchs à attendre. On va voir qui va atteindre les finales NBA. De l'autre côté, c'est Dallas de Luka Doncic, 22 ans, la pépite qui emmène son équipe en finale de conférence face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, qui ira en finale NBA. On verra bien. En tout cas, j'ai même ma petite pièce sur les Warriors et sur Boston, qui à mon avis sont les équipes les plus performantes. Lors des finales NBA, on fera bien évidemment un petit récap pour dire qui sera champion NBA. Voilà, on va se quitter sur cette musique de Jeezy, Farallon. Un petit dernier mot, Daniel. Dans le sport, du coup, on suit Roland Garros de près, qui va commencer. Du coup, donc là, bien évidemment, c'est le rendez-vous à suivre et à ne pas rater. Et moi, je continuerai de regarder dans mon coin les playoffs NBA. Je sais que tu feras pas de même, mais on en parlera quand même. T'as un petit dernier mot pour la fin, Daniel? Non, on parlera bientôt du Tour de France. Exactement, c'est vrai, c'est très important de le dire. Dans un mois, 2 mois, mais donc on en parlera parce qu'il arrive à Tomblaine. Il part de Tomblaine. Il part de Tomblaine, donc on parlera bien évidemment du Tour de France pour la première étape, et puis on fera un retour bien évidemment sur Roland Garros qui va commencer à battre son plein et à rentrer dans les moments importants où on regarde Rafael Nadal et bien évidemment les plus grands joueurs de tennis et surtout malheureusement pas les Français. Malheureusement pas les Français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Maison des Sports. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org